the ACT, as we'll call it, was initiated by Stephanie Berard, who's sitting here with us, in partnership with Frank Henschker at the Segal Center here, Nicole Berman-Bloom from the French Cultural Services, Compagnie Sillage, Elvire Gutierrez is here with us, and they have really been working on this project for the last 2 years. ACT, Action caribéenne théâtrale, est un projet de promotion et de valorisation des pièces caribéennes écrites par des auteurs de Martinique, de Guadeloupe et d'Haïti pour les faire voyager en traduction anglaise aux États-Unis, afin qu'elles soient mises en lecture par des metteurs en scène et des comédiens américains et qu'elles rencontrent le public de New York. Donc, nous la connaissons depuis 2003 en Guadeloupe, lorsqu'elle faisait sa thèse de doctorat sur le théâtre caribéen francophone. Et après, donc, elle est partie enseigner dans diverses universités aux États-Unis et au Canada. Et en fait, cette collaboration, on n'a jamais cessé de collaborer. En fait, elle, bien sûr, elle enseignait la théorie, on pourrait dire, du théâtre caribéen francophone. Et avec nous, elle nous invitait pour diffuser nos pièces, nos créations, qui étaient vraiment ancrées sur je pourrais dire, sur la tradition orale, sur l'identité antillaise, caribéenne, francophone. Yesterday, we started and we did 3 stage readings and a panel on women and in the Caribbean theatre. And I would say like the 3 main ideas that came up yesterday were about multiplicity of identity and all the different ways that people connect to their identity through this umbrella of the Caribbean, or this category of the Caribbean. And then how theatre makers are really shattering the silence of violence that underbeds or that is embedded in Caribbean society, and they're using theatre to really talk about issues that aren't able to be spoken about on an everyday basis. And so today we're in for this panel and then 3 more stage readings by works by Daniele Francisque, works by Guy Regis Jr., and works by Gaël Octavio. Pourquoi New York? Le Martin Segal Theater, où nous sommes actuellement, est un théâtre qui promeut les écritures contemporaines internationales. C'est un lieu en fait de rencontre, de dialogue, de création. Et j'avais travaillé antérieurement avec le directeur, Frank Henschker, et il y a un rapport de confiance qui s'est établi entre nous. Et c'est aussi un directeur qui a envie de prendre des risques et de faire entendre des voix qui n'ont pas l'occasion d'être entendues et qui sont parfois mises en marge, en périphérie, et de les mettre au centre, voilà, de New York, de Manhattan, et de leur donner un lieu pour se faire connaître. We do plays from Japan, from Belgium, Czech Republic, Poland, anthologies, lots from the Arab worlds. We are the largest publisher of plays from the Arab world. And I always was wondering, what is happening to Caribbean theater? Why don't we hear more? The Caribbean community in New York City is the largest after the Asian American communities. And so it's a great significant number of people who live here and share our streets and restaurants and lives and kindergartens and schools, but their stories aren't heard, their stories are not being presented, and their stories are not available. Stephanie came to me with an idea of doing an evening of a talk and a play readings, and I said we do have a history of inviting, plays from different countries. To my amazement, we found out nobody has ever done this. As far as we know, it's the first gathering of Caribbean theater plays at a university and a festival in the history. Even if I understand right, lots of those plays are not even being presented or haven't been shown in France, which is the mother country of lots of the writers where they now in a way live. So the plays are good. They tell significant stories, universal stories, but also very specific. They are locally grown in a way, like good plants, but they really do have a universal meaning, and they enrich our lives. We understand better who we are through these stories, and also we need to hear the stories of the migration of different places, the other, the one that's not us. So we're going to start the afternoon by talking about Caribbean theater on the international stage. I wanted to address this topic because this project is about making Caribbean theater visible outside of the Caribbean. Does Caribbean theater travel outside? Where?
and how is it received and perceived outside of the Caribbean region. And I will ask you, each of you where you come from, what connection you have. Je suis arrivée en Guadeloupe lorsque j'avais 11 ans pour la première fois. Et après, donc, j'ai vécu jusqu'à ce que je parte faire mes études dans une école d'art dramatique pour acteurs à Paris. Et en partant, j'avais 20 ans, je me suis toujours dit, dès que j'ai fini mes études, je retourne en Guadeloupe pour jouer avec les personnes que j'avais vues lorsque j'étais petite et que je prenais des cours de théâtre au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre, dont Éternel, quand j'avais 14 ans. Et j'ai tenu mon pari parce que je sentais qu'en retournant en Guadeloupe, j'allais avoir un objectif, c'est être utile pour aider à développer et à structurer le théâtre là-bas et en plus raconter des histoires locales. En fait, moi j'ai connu la Guadeloupe grâce à Magali. Bon, j'ai eu la chance de la connaître pendant les 3 ans où elle a habité à Paris en cours de théâtre. Et en fait, j'ai commencé à aller en Guadeloupe à partir de ce moment-là. Et j'ai eu un coup de cœur pour la Guadeloupe. Et un tel coup de cœur qu'à un moment on a décidé toutes les deux d'écrire et de faire des résidences d'écriture en Guadeloupe et d'écrire notre première pièce Touche-moi. Et ensuite, le jour où mon père m'a tuée, de la même façon, je suis partie en résidence d'écriture plusieurs fois avec Magali là-bas. I was here in New York, was born and raised in St. Croix in the Virgin Islands. As a matter of fact, I'm kind of like a unicorn when you talk about Virgin Island, Crucian, specifically from St. Croix. But I left St. Croix as a teenager, came here to New York, went back to St. Croix. I finished college there, university there. I was there until actually very recently, about 6 years ago, I left again and came back to New York again. This crazy place keeps pulling me back. But I think if you're talking about migration patterns, you have to talk about the transatlantic slave trade, you have to talk about colonialism, you have to talk about race, and you have to talk about racism. Okay, that's why we're talking about black spaces moving into white spaces, and those are the reasons why. And some people like to ignore those things, but for me, I'm like, it is what it is. Like, let's call it what it is and have the discussion and move on. I don't see a problem with that. Shiana, what you said is very important, is that this history of colonialism and slavery, of course, had a big impact of how people conceive the relationship with the outside, what it means to connect with Europe or to connect with Africa, the original land, or to connect with other Caribbean islands or with the Americas that share this history of colonialism, of slavery. The question of the native land is also crucial. Exactly. Aimé Césaire, the notebook of a return to a native land, Cahiers d'un retour au pays natal, states it at the beginning, and Césaire is one of the authors who decided to go back to Martinique and stay there, which not a lot of authors did. Maryse Condé left, Edouard Glissant left, Césaire came back and stayed. So this question of where do you belong, where you want to work, what impact you want to have on your native island is crucial for an artist. And as you said, it can be not schizophrenic, but the choice you make can be sometimes difficult. Where do you live, where do you work, how you relate to your birthplace and to your culture when you live outside, when you live in New York, or when you live in France or anywhere else in the world. So thank you. It was very, very inspiring, and you're right to make the connection with the history. Je suis né à Djibouti parce que mon père est militaire de carrière. Mais je ne connais rien de Djibouti. Je suis arrivé en Guadeloupe à l'âge de 1 an et demi. Et j'ai grandi en Guadeloupe toute mon enfance, mon adolescence. Et je suis parti à Paris pour faire des études. Je me marie très tôt. À 19 ans, je suis marié. Et en divorçant, j'épouse le théâtre. Ma première vie dans ma cellule familiale, je ne connaissais rien de mon histoire, de mon appartenance à la région géographique caribéenne, de mon parcours et de notre histoire avec l'Afrique. Je fais mes premiers pas à l'ensemble culturel du théâtre noir dans les années 80 à Paris,
grâce au théâtre, je me construis au fur et à mesure et j'explore hier en questionnant deux mers à la fois. En fait, j'utilise le théâtre pour me répondre à mes questions. Et mes questions, je pense, éclairent les miens. C'est ce qui m'intéresse. Comment éclairer les miens? Parce qu'on a un passé extrêmement chaotique. When it was staged and performed outside of the Caribbean or its place where it was produced, if there was a difference, you know, in terms of how the audience reacted. Have done it here in New York, which was interesting. I did it twice here, once at Dixon Place and then at a theater in Brooklyn, the Brit. I had some Caribbean people in it that I could connect to and connect to because it's very Caribbean. I consciously decided to do it in Caribbean language because I think that people can connect regardless. So I didn't anglicize it. And people found ways in to connect in the theater, even though not understanding all the references or all the language, which was wonderful. And then I also had, for me as a performer, having writing and performing it, I was able to connect to my Caribbean people that were viewing it. So that was really fascinating. But then I got to do a production in the Virgin Islands and knew the references and could understand the language and was there and was able to do that call and response piece. Because when you're talking about African theater, it's not a viewer and performer space at all. So there's a back and forth, there's an exchange. And so that was really phenomenal and just connecting spiritually to the actual land that I was in. It's different creating work and making work and walking on a space where your ancestors literally walked and were enslaved and it really turned into this big, like I said, durational community engagement piece that I really wasn't expecting for the theater work to become this thing, and it did. So it wasn't only the performance, but it became this engagement piece and people like getting the work done because they saw that I needed to get the work done. So that was really special. It happened to be the year of the centennial marking of the purchase of the Virgin Islands from Denmark by the US in 1917. That everybody that was in the audience that was there was an artist or was an academic. So they were in that space to receive it, but I don't know how it would have been received had I been in, let's say, a public theater in Copenhagen. I really felt these totally distinct feelings in each setting, for sure. La pièce que vous avez vue hier, The Day My Father Killed Me, et le sujet, comme pour ceux qui étaient là hier, traite donc d'un fait réel qui s'est passé en Guadeloupe. Et au niveau de la production en Guadeloupe, du coup, ça rend les choses très difficiles. Après, je suis partie donc de la Guadeloupe vers le sud de la France. Et là, on a joué la pièce d'abord avec Charlotte qui est à Paris, à la SACD à Paris, au Grand Conservatoire d'Avignon, au Théâtre de la Tempête, le Théâtre du Saint-Laurent, pour ne pas le nommer. Elle se demandait comment son public allait pouvoir s'identifier à une histoire qui vient de Guadeloupe. En réfléchissant hier avec Stéphanie Bérard, on a trouvé la réponse à lui dire comment son public pourrait s'identifier à Tchekhov, vu que ça vient de Russie. Je prends comme exemple Tonton Chapin, qui a beaucoup tourné en France, mais aussi à l'étranger. Je veux juste comparer les différences de réaction. Quand ce spectacle, par exemple, est joué en France et quand il est joué à l'étranger, le retour que moi j'ai. Hors de France, on a vraiment un intérêt pour nos spectacles, en tout cas les spectacles que moi je produis et même que j'écris et que je mets en scène. L'exemple de Tonton Chagrin est flagrant parce que on a été invité par exemple au Festival de Carthage en Tunisie, où il y a un public amoureux de théâtre, un public extraordinaire.
moi j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Festival de Carthage et je sais que c'est un public exigeant. Tous les spécialistes du théâtre arabe devant ma loge tous les soirs, les journalistes venant me dire tout bien. J'ai eu comme critique Trottoir Chagrin, le chef-d'œuvre du Festival de Carthage. Si je compare le public professionnel, les professionnels, ceux de l'extérieur et les miennes en France, aucun intérêt. Aucun intérêt pour ce spectacle, aucun intérêt pour le texte, aucun intérêt pour cette compagnie, aucun. En France, les publics sont complètement séduits et quand on joue par exemple cette pièce, je joue parce que je loue au théâtre. Je ne suis pas programmé quand j'ai les moyens, je loue et j'ai toujours loué. Les spécialistes de la question théâtrale sont très frileux et ne sont pas du tout curieux. On est un peu marginalisé. En fait, pour qu'on puisse intéresser, il faut qu'on soit programmé dans une vitrine consacrée à l'outre-mer, consacrée aux ultramarins. Est-ce que vous avez présenté Trottoir Chagrin en Guadeloupe et Martinique? And how was it received? Et a été joué pendant 3 semaines au Théâtre Aimé Césaire, à guichet fermé. Après, je l'ai joué en Guadeloupe, bien après, avec le même succès, le même intérêt. Les publics se ressemblent entre Martinique et Guadeloupe. La scène nationale où nous avons joué a fait venir des directeurs de théâtre de toute la France pour assister au spectacle. Donc ils étaient là et nombreux. Ils étaient venus pour découvrir un petit peu la création en Martinique. Et alors, ils ne me l'ont pas dit directement, mais ils en ont parlé au directeur qui était là à l'époque. Et ils ont dit, ça va pas rentrer dans nos théâtres. Par contre, ça fonctionne bien chez c'est du théâtre local. TRAC a été choisi pour être en résidence à la scène nationale. La scène nationale nous a donné un cahier des charges. Ils nous ont demandé de créer 2 pièces de théâtre, une pièce contemporaine et une pièce classique. Moi, j'ai fait le choix de la pièce contemporaine, qui est une pièce de Guy Régis Junior, donc le répertoire caraïbéen. Et la pièce classique, c'est une pièce d'Albert Camus, qui est Caligula. La pièce de Guy Régis Junior, on a choisi une esthétique très contemporaine, qui, a priori, cette esthétique fonctionnerait sur les plateaux en France, mais c'est une pièce que je considère profondément créole, c'est-à-dire qu'elle est écrite en français, mais c'est la musique de la langue, et ils ne le savent pas, le public français ne le sait pas, mais elle est profondément caribéenne d'Albert Camus, mais on l'a plongée et imaginée dans l'afrofuturisme en se servant aussi de la tradition, notamment du vaudou, pour inscrire des codes esthétiques qui sont dans le corps, qui sont dans le geste, qui sont dans la façon de parler, qui est dans le costume, dans la posture et dans le jeu, en fait, c'est comme si c'était une sous-écriture. On a réécrit la pièce en y mettant nos codes à nous, et je suis sûre que ce Caligula-là, il est extrêmement afro-caribéen. Being here in New York, away, far away from France, what I can see, and I'm happy to be here and to see that, is that there is a free speech. Is that what we are sharing today here is very difficult to say it in France. React, and here it's kind of a neutral and free space, to talk freely and to exchange in a respectful way, and that's something that I value a lot. So thanks a lot, Frank, to invite us here. It means a lot. It means a lot, I think. A lot of people talk about tolerance, and we have to tolerate things, and I think it's not enough. We have to understand. We have to listen. Plays like this help us to understand the world we live in, to give meaning to it, and to really understand a bit better. Spend some time in the shoes of someone else, and so I was thrilled that Stephanie could do that, and with Siage Company, we worked hard for 2 years to make this possible, so I think it's a fantastic project. Another reason is that Édouard Glissant, the great thinker and writer, taught here at the Graduate Center CUNY, in this very building. He's a giant in his field. His ideas of the archipelagos, his ideas of the idea of the Creole language, that we all should speak languages that are as
put and absorb things and combines them like Creole are significant. And his idea of mondialism, that we have to be citizens of the world, that we are like islands, we are on our own, but we are connected within a bigger archipelagos, and that we have we need to have an awareness. And as he said, the big problem is an imagination that has gone wrong, a failure of imagination, that people have problems to say to live next to an immigrant, there's someone from Africa, from the Caribbean, from Asia, but they can't imagine that world. And I think plays like this help to imagine and say, this is okay, it's fun, it's there are people like us, and they have their own problems like us, and they have specific ones, but also universal ones. And I think this is a contribution to make the world a little bit more understandable. Thank you. La suite, c'est que les metteurs en scène qui se sont emparés des textes pour les mettre en espace ou en lecture acceptent de les mettre en scène, et qu'on puisse envisager d'avoir par exemple un festival de théâtre caribéen dans un théâtre new-yorkais pour pouvoir rencontrer un public plus large et faire vivre ces pièces sur scène.